Bonjour, je m'appelle Tom Laporte et je suis music designer au sein de la Grande Table Productions. Grosso modo, on bosse principalement sur le web pour l'instant. On s'est beaucoup intéressé aux vidéastes du web parce qu'on s'est dit que quand on a vu tous les vulgarisateurs commencer sur Internet, on a senti que ça allait devenir la télé de demain en fait. Et que c'était l'occasion de renouveler un peu tous ces catalogues-là et d'enlever un peu tous ces exemples traditionnels de ukulélé, de voix qui sifflotent, de musique à la Kevin MacLeod et tous ces trucs-là. Et on s'est dit que ce serait l'occasion d'aller mettre à jour tout ça. Donc on a très vite contacté des youtubeurs pour pouvoir proposer nos services et on a collaboré avec Y Penser, Revue du Monde, Julien Méniel. On a collaboré avec des entreprises comme 20 minutes, Decathlon, etc. C'est devenu à peu près notre cœur de métier. On bosse aussi à côté dans le jeu vidéo mais de manière plus secrète sur des projets qui sont indépendants parce qu'on ne s'intéresse pas trop au AAA. On s'intéresse plus à des sphères humaines où on peut avoir un droit de regard, faire un vrai travail de DA et dépasser notre simple rôle de compositeur. En gros, on va proposer deux services. Le premier, c'est un catalogue qui permet à des youtubeurs, à des vidéastes, ou à des entreprises ou à des personnes qui font de l'événementiel d'utiliser les musiques pour leurs projets. C'est des musiques qui sont inspirées des artistes qu'on a aimés. Donc ça va être du trip-hop, du hip-hop, ça va être du breakbeat, ça va être de la basse musique, tout un tas de choses, tous les styles de musique électronique qu'on a connus en grandissant, quoi. Voilà. Et le deuxième, c'est qu'on fait de la musique sur mesure pour des gens. On fait un travail de direction artistique avec eux, c'est-à-dire qu'on regarde on regarde la tonalité visuelle, etc. de leur projet et on trouve une façon de l'illustrer. On propose plusieurs plans, on propose un panel de morceaux, etc. pour essayer d'habiller le contenu des gens de la façon la plus personnalisée. Ouais, je fais principalement de la MAO, donc de la musique assistée sur ordinateur, sur Ableton Live, qui est un logiciel que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une manière de composer qui est verticale en fait, où on n'est pas obligé d'être sur une timeline comme ça, où on peut en fait mettre des blocs comme ça et la structure n'est jamais définitive en fait dans notre morceau, on peut toujours la remettre en cause et donc c'est ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'écriture, comme son nom l'indique, live quoi. Et après, j'utilise beaucoup de petits instruments réels et de sons réels que j'enregistre. Des petites percussions, quand je voyage, j'ai des petits instruments de musique du monde, des choses comme ça que je prends pour avoir des sons un petit peu singuliers. J'ai des mini synthétiseurs pour avoir quelques applications très précises. Mais je suis principalement sur musique assistée par ordinateur et avec des plugins, donc des logiciels externes qui permettent d'avoir différents sons, différents timbres, quoi. En tant que sound designer, je pense que c'est important d'avoir au moins une oreille musicale, c'est-à-dire une sensibilité à la musique, mais je pense qu'effectivement, savoir faire de la musique, c'est quand même important, parce que c'est important d'avoir une notion du rythme, avoir une notion du timbre, parce que le sound designer, il va aussi faire des effets qui doivent aller dans le flow de la musique, qui doivent aller dans le rythme du jeu, donc il faut que ça aille de pair avec l'esthétique musicale qui a été donnée. Donc c'est important qu'il y ait une connexion entre le son et la musique dans un jeu. Donc je pense que oui, et puis de manière générale, je pense que quand on est dans un domaine créatif, c'est important de savoir parler le langage des autres et de ne pas parler uniquement son propre langage. C'est-à-dire qu'un compositeur, il doit comprendre comment un graphiste il parle en termes d'image, comment une personne qui fait du montage ou qui fait des VFX, il parle justement dans ses logiciels, etc. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Donc oui, pour le sound designer, évidemment. Ouais. Évidemment, il faut qu'il ait cette notion-là, parce que c'est ce qui lui permet, lui, de rentrer dans quelque chose qui va de pair avec le jeu et qui n'est pas cacophonique, quoi. Voilà. Ce que j'attends des game jams, c'est à la fois une question de challenge, parce que j'aime bien faire des petits défis, etc. J'aime bien faire des contre-la-montre, ou qu'on me propose de faire tel style en tel nombre de temps. J'aime bien faire des musiques pour des amis, quand ils me proposent de faire, ils me disent, je sais pas moi, fais de la drum and bass gothique, ça m'éclate, donc voilà. Et donc j'aime bien toujours faire des défis comme ça, parce que ça m'entraîne, ça me permet d'apprendre des choses que j'aurais pas forcément appris spontanément, parce que je me serais pas forcément donné la contrainte. C'est assez stimulant, et en plus de ça, je trouve que c'est assez efficace pour se donner confiance en soi dans le milieu de la création, parce que ça permet de voir en fait comment on réagit face à l'urgence, comment on gère spontanément face à des problèmes qui nous sont foutus sous le nez. Et voilà, donc je pense que c'est très enrichissant au niveau de la façon de travailler.
Mais ouais, la deuxième raison, c'est que j'ai pas spécialement envie de bosser pour des studios AAA. Je pense que pour rencontrer des gens dans le milieu du jeu vidéo indépendant, les game jams, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres. Parce que tu te fais des affinités avec des gens par rapport à leur façon de bosser, par rapport à leur goût. Et ça te permet en fait de te construire un réseau vraiment de gens qui sont à la fois des bons bosseurs et à la fois des gens avec qui tu t'entends. Donc ce qui est grosso modo le cocktail pour faire un bon jeu qui se passe bien. Je pense que c'est important de faire. Quand tu fais du jeu vidéo, faut jamais commencer par faire un énorme projet géant avec plein de contenu, plein de scripts, etc. Je pense qu'il vaut mieux faire plein de petits jeux pour apprendre des formules de management, apprendre les architectures de jeux vidéo. Faire d'abord plein d'erreurs en fait avant de s'intéresser à faire un truc consistant, parce que le jeu vidéo, ça marche beaucoup par itération, et c'est rarement au moment où on est sur la feuille et qu'on imagine quelque chose qu'on détient notre poule aux œufs d'or entre guillemets. C'est au moment où on a notre technologie, qu'on l'a mis en scène et qu'on a les bonnes valeurs pour nos personnages, pour nos monstres, pour notre contenu, etc., qu'on commence à sentir qu'on a quelque chose. Donc je suis plus d'avis de créer plein de technologies pour ensuite pouvoir les itérer quand on veut, les laisser macérer, les laisser maturer, faire ce qu'on veut. Mais voilà, avoir un ensemble de technologies qu'on peut itérer au fur et à mesure pour à un moment donné toucher un gameplay qui est vraiment intéressant. Et je pense que, comment dire, il y a aussi un autre aspect qui est important. C'est pas parce qu'on bosse tout seul. Par exemple, un game designer qui voudrait bosser tout seul sur un projet, c'est pas parce qu'il bosse tout seul que c'est gratuit pour autant. C'est-à-dire que si ce mec-là bosse pendant 6 mois sur son projet, en fait, et qu'il ne gagne pas d'argent, en fait, il perd de l'argent. Parce qu'il perd 6 mois à ne pas gagner de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain pragmatisme à avoir lorsqu'on commence sa carrière de game designer qui consiste à se dire comment je fais pour pouvoir gagner ma vie dans un terme qui me permet de justement continuer à faire mes trucs, quoi. Se lancer sur un projet qui prend 3 ans en 3D avec des super effets, c'est très qui tout double. Et si tu rates ce projet-là, tu te casses la gueule et c'est fini pour toi. Alors que si tu lances plein de petits projets, tu as une petite chance que chaque projet puisse donner quelque chose de mieux par la suite. Voilà. Après, je pense pas qu'il y ait de meilleure manière de le faire, mais personnellement, c'est la voie que j'emprunterais pour pouvoir me tisser une route dans le jeu vidéo, quoi. Voilà. Pour moi, là, bien évidemment, le jeu vidéo est un art, mais je pense qu'on ne le considère pas comme un art pour des bonnes raisons. On le considère comme un art généralement parce qu'on peut raconter des histoires avec du son et de l'image. Pour moi, ça correspond plutôt à l'art du cinéma. Pour moi, ce que le jeu vidéo il apporte de nouveau, qu'on n'a jamais pu connaître ni dans la littérature, ni dans la peinture, ni dans aucune autre forme d'art finalement, ce qui fait la singularité de chaque art, c'est que ça permet en fait de créer des mondes régis par des règles et d'observer les comportements. C'est-à-dire qu'à terme, le jeu vidéo, c'est pas seulement du jeu, c'est aussi par exemple créer une civilisation à une société, définir des règles et définir de voir comment cette civilisation elle évolue et de pouvoir en tirer des conséquences pour nous, des leçons pour nous. Donc je pense que ça a une portée qui va beaucoup plus loin que celle du loisir. Et ça va avoir aussi des applications dans plein de choses, dans la musique, pour par exemple créer des moteurs qui simulent des violons, qui simulent des pianos, pour créer des intelligences artificielles qui servent dans la vie de tous les jours et qui pour diverses tâches, etc., etc. Donc voilà, donc je pense que le jeu vidéo est un art pour une autre raison, et cette raison, je trouve qu'elle est bien plus grande que celle qu'on prête habituellement à ce médium-là. Voilà.